la session de la Cour d'assises de Seine-et-Marne. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Madame l'huissier, faites entrer l'accusé. Prénom, date et lieu de naissance et votre profession. Il va exploser. C'est sûr, mon cœur va exploser tellement il cogne. On doit voir les battements à travers mon chemisier. Qu'est-ce que j'ai chaud, je dois être toute rouge. Ils sont complètement cinglés de prendre des gens au hasard. Non mais, et si on faisait pareil pour toutes les professions? Mesdames et messieurs, nous allons maintenant désigner parmi vous le chirurgien qui va opérer monsieur. Mais si, monsieur, ne soyez pas inquiets. Ils sont complètement fous. Je ne vais jamais tenir, moi. Il faut me prévoir un remplaçant tout de suite. Ah, je ne sais même pas si je vais pouvoir me lever si mon nom est choisi. Qu'est-ce que j'ai chaud. Ils ne connaissent pas la climatisation dans les tribunaux. Qu'est-ce que je fiche ici? C'est pas toutes ces robes noires qui vont traire mes vaches ce soir. Et puis, il y a la Marguerite qui va mettre bas. Ça l'a chatouillé déjà ce matin. Et puis moi, ça me chatouille de me lever et de retourner à la ferme. C'est pas ma femme qui va s'en occuper de la Marguerite. Ma femme, celle-là, elle est bonne qu'à faire des conneries. Si elle avait la même femme que moi, l'accusée à la maison, je suis déjà prêt à lui accorder des circonstances atténuantes. Je ne suis pas si mauvais qu'on peut le dire. Je suis pas un ange, c'est sûr, mais j'ai quand même de bons côtés. Et puis, j'ai pas été gâté par la vie, avec un père alcoolique et une mère qui est morte quand j'avais 12 ans.
Ça n'arrive pas à tout le monde, vous voyez. Ce soir-là, pour une fois, j'avais quelque chose à fêter. Vous voyez, dans ma vie, c'est pas souvent que j'ai quelque chose à fêter, monsieur le juge. Fais pas ci, fais pas ça. Ne t'habille pas n'importe comment. Ne fréquente pas n'importe qui. Ne parle pas la bouche pleine. Et si t'es pas rentré avant minuit, c'est moi qui viens te chercher. Oh, les parents. Je me suis souvent demandé si ça naissait pénible ou si ça devenait avec l'âge. En tout cas, moi j'ai déniché le gros lot. Des parents ventouses. Et ce soir c'était décidé. Ce soir je sortais et je ne prenais pas ma montre. Ça ne m'arrivait pas souvent de ne pas regarder l'heure, monsieur le juge. Punaise, qu'est-ce qu'on s'est mis? Il n'y en a pas un qui pouvait soutenir les autres tellement on était bourrés. Même le petit Richard, il ne trouvait pas les clés de sa voiture alors qu'elles étaient sur la portière. On n'aurait pas dû la prendre, la voiture. On aurait dû coucher sur place. Il était 3 h du matin. Mais vous savez bien comment c'est, monsieur le juge. On ne voulait pas déranger. Et puis, on n'avait pas l'impression d'être fait. On a tellement l'habitude. Oh, la soirée était superbe. Je n'ai pas arrêté de draguer. Ça tournait autour de moi comme des abeilles autour du pot de miel. Je n'avais que l'embarras du choix. Je n'ai pas vu l'heure passer. À un moment, ma copine est venue me voir pour me dire que mes parents allaient s'inquiéter. J'en avais rien à faire. Elle est revenue à la charge 1 heure plus tard. Alors j'ai décidé de les appeler pour qu'ils puissent venir me chercher. Vous savez comment c'est, monsieur le juge. Ça m'excitait un peu de savoir que mes parents pouvaient s'inquiéter pour moi. C'est moi qui ai pris le volant, parce que les autres, ils n'étaient pas capables de conduire. Je sais, j'aurais pas dû, surtout qu'aussi j'étais le seul à ne pas avoir le permis de conduire. Il y avait un brouillard à couper au couteau. On y voyait à pas plus de 10 mètres. J'aime pas le brouillard, monsieur le juge. C'est papa qui a pris le volant. Il n'aimait pas conduire la nuit, mais il avait décidé de prendre le volant. Maman a dû lui dire « Tu devrais me laisser conduire, tu ne vois pas la nuit. » Mais non. Papa avait décidé une fois de plus, comme d'habitude. Il y avait un brouillard de ouf. Papa n'aimait pas le brouillard, monsieur le juge. Ça s'est passé au carrefour de la Valmontagne, en pleine forêt de Fontainebleau. Elle est dangereuse, cette forêt, la nuit. Les animaux, le brouillard. Je ne sais plus bien comment ça s'est passé. J'ai plus de souvenirs. C'est allé si vite. Je roulais pas fort, monsieur le juge. Je suis arrivé au carrefour. Je pensais bien que le panneau stop, c'était pour les autres. Papa, non seulement il n'aimait pas conduire la nuit, mais en plus il détestait conduire la nuit en forêt. Il avait peur des sangliers. Mais il avait encore plus peur de conduire le samedi soir, avec ces connards qui rentrent bourrés de boîte de nuit. Comme il disait, monsieur le juge. J'ai vu des phares arriver sur ma gauche. Ça m'a ébloui. Il était vers 3 h 30 du matin. Je pensais bien qu'il allait s'arrêter. J'ai juste eu le temps de voir le panneau du côté de ma route et il s'est pas arrêté. Il nous a pris de plein fouet. J'entends encore le bruit, monsieur le juge. Un bruit horrible, comme un avion qui s'écrase. Et puis, plus rien. J'ai commencé à m'inquiéter vers 4 h du matin. Je connaissais bien mes parents. Ils ne dormaient pas. Ils attendaient mon coup de fil. Ils auraient dû arriver à 3 h 30 au plus tard. J'attendais dehors. Il faisait froid, c'était triste, c'était lugubre. On n'entendait pas un bruit, monsieur le juge. Ils sont tous morts sur le coup. Mon pote Richard et Bernard. Et puis le couple dans l'autre voiture. Et moi, je suis le seul miraculé, comme disent les médecins. Miraculé, mais estropié à vie. Je suis bancal de partout. Ils sont morts sur le coup. Papa, maman et les 2 autres types dans l'autre voiture. Moi, j'essaye de survivre depuis. Mais je suis estropié à vie. Je suis bancal de partout. Le panneau stop. Le gars n'a pas dû voir le panneau stop. C'est drôle le destin, monsieur le juge. Oh, le panneau stop. Papa n'a pas dû voir le panneau stop. C'est le destin. C'est dur le destin, monsieur le juge. Je m'appelle Gilles Depré. Je suis né le 29 septembre 1965 à Melun. Je suis chef d'entreprise. Monsieur Depré, la cour d'assises de Seine-et-Marne va maintenant se constituer pour vous juger. J'indique à mesdames et messieurs les futurs jurés que monsieur Depré est renvoyé devant cette juridiction car madame l'avocat général considère qu'il existe à son encontre des charges suffisantes pour le déclarer coupable de l'assassinat de son épouse. Tu vas voir que pour la première fois de ma vie, je vais être tirée au sort. Hein. Moi, qui n'ai jamais gagné le moindre lot à la tombola, même à celle de l'école,
Moi qui n'ai jamais eu le ticket gagnant au millionnaire ou au loto. Cette fois-ci, ça va me tomber dessus. Ah, et puis là, hein, pour le coup, c'est gros lot. Hein. 3 jours à bouffer des sandwichs, à rentrer à pas d'heure et à se mêler de la vie des autres. Tout ce que j'aime. Enfin, je vais pouvoir dire si la justice a progressé la dernière fois. Comment leur dire? Comment leur faire comprendre? Je ne vais pas faire une bonne jurée. Je vais être nulle. C'est simple. Nulle, pas mauvaise, nulle. Ne me choisissez pas. Et dire qu'on ne peut pas refuser. Et oh, vous, sur le banc de la défense, regardez-moi. Mais bon sang, croisez mon regard. Je suis une éternelle victime de la vie. Je vais m'identifier à la victime. Je suis la victime. Récusez-moi, je vous en prie, récusez-moi. Madame, monsieur, rêvez mon nom. Vous êtes poursuivie. Vous êtes rendu complice de votre épouse, à qui il est reproché d'avoir volé un pot de pêche au Carrefour Market du Mai-sur-Seine. Monsieur, vous n'avez jamais été condamné. Madame, votre casier judiciaire porte trace de 18 condamnations et toutes pour vol. Monsieur, le tribunal, après en avoir délibéré, vous condamne à une peine de principe de 500 € d'amende. Madame, le tribunal a beaucoup hésité vous concernant. En effet, votre âge respectable ne peut vous éviter indéfiniment la prison. Il y avait 6 pêches lorsque vous avez volé. Le tribunal a donc décidé de vous condamner à 6 jours d'emprisonnement ferme. Vous pouvez disposer. Madame la Présidente, mieux vous dire, elle a volé aussi une boîte de petits pois. Monsieur Defray, je vous rappelle que l'assassinat est un meurtre avec préméditation et que si vous étiez déclaré coupable, vous seriez passible de la peine maximale de la loi, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité. Monsieur Defray, vous avez confié votre défense à Maître Fleuret, ici présent. Maître Fleuret vous assiste depuis plusieurs mois. Dans le cadre de cette procédure, il vous a assisté devant le juge d'instruction. Il est venu vous rencontrer à plusieurs reprises à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, où vous êtes incarcéré depuis 1 an et 8 jours en détention provisoire. Maître Fleuret, veuillez confirmer à la Cour que vous êtes prêt à assurer la défense de Monsieur Defray. La défense est prête, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre présence. Nous savons que vous avez tous dû organiser votre vie familiale et professionnelle pour vous rendre disponible afin de participer à la justice de votre pays. Nous vous rappelons que cette participation est un devoir prévu par la loi et que toute défection sans motif légitime est sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu'à 3 750 €. Nous allons désormais procéder au tirage au sort des 9 jurés qui composeront avec nous 3 magistrats professionnels la cour d'assises. Regardez bien les
participer, sans peur et sans anxiété, à rechercher la vérité. Jurez, oh bon jurez, soyez fiers de participer, sans peur et sans anxiété, à rechercher la vérité. Je rappelle que conformément au terme de l'article 298 du Code de procédure pénale, l'accusé et son avocat pourront récuser 5 jurés et que le ministère public pourra récuser 4 jurés. Punaise, il a de la prestance, l'avocat de l'accusé. Oh, il est impressionnant, ce gars. Il donnerait vraiment l'envie de faire des grosses conneries pour l'avoir comme avocat. Allô? Oui? Bonjour, maître? Oh, je suis sur le point de faire une grosse bêtise. Oh, que je dis une grosse bêtise, je veux dire un truc énorme. Alors, je vous appelle pour savoir comment je pourrais l'éviter. Ah, ce n'est pas possible. Pas avant. Oh, c'est dommage. On aurait pu passer un moment ensemble. Et puis après, je veux dire, si le courant était bien passé entre nous, on aurait pu. Non. Bon, c'est bien dommage, je comprends, vous êtes très pris. Eh bien, au revoir, cher maître. Bon, ben, il va falloir que je regarde ailleurs, sinon l'avocat général va me récuser. Mais franchement, il est impressionnant. Eh bien, allons-y, messieurs les braqueurs, les violeurs, les meurtriers. Je suis prêtre, votre justicier. Tout petit, déjà dans la cour de récréation, je n'échangeais jamais mon rôle de policier. Oh, j'ai traqué partout, ils se cachaient, derrière la poubelle, sous le toboggan, et même jusque dans les toilettes. Oh, j'adorais. Gare à vous, monsieur l'accusé, que je sois un délibéré, et vous n'allez pas être déçu du voyage. À côté de moi, Robespierre était un temps. Monsieur le Président, votre main choisisse la voie de la justice, de la fermeté. Combien ça peut gagner un président de cour d'assises? 3 000, 4 000 ou plus? Je serais bien curieuse de le savoir. Il a dit qu'il était prêt à répondre à toutes nos questions, mais celle-là, il risque de la trouver hors sujet. 4 000, ben oui, il faut dire que ça doit être une drôle de responsabilité. Et puis il ne doit pas y avoir beaucoup d'avantages en nature. Moi, même pour 4 000, je prends pas sa place. Asseyez-vous, madame. Monsieur l'inspecteur, je viens vous déclarer le vol de ma voiture. Je vous écoute, madame. Eh bien, ce matin, je suis descendue de mon appartement. Nous habitons derrière le lycée Jacques. Oui, dans mon quartier. Oh oui, nous y sommes bien. Mon mari vient de refaire entièrement l'appartement. Nous sommes passionnés d'antiquité. Un vrai musée. Enfin, pourquoi vous dis-je tout cela? Et votre voiture, madame? Ah oui, donc, ce matin, je suis descendue de mon appartement avec Ulysse et Sylvain. Vos enfants? Mon fils et mon chien, monsieur l'inspecteur. Je suis descendu Mais non, monsieur l'inspecteur, c'est le contraire. Mon fils Ulysse et mon chien Sylvain. Ensuite, elle n'y était plus. Quel est le nom de votre voiture? Je veux dire sa marque. Mégane, ma fille, me le répète sans cesse. Maman, avoir une jungle à notre époque, c'est indécent et ça aiguise les jalousies. Je dois me rendre à l'évidence. C'est elle qui a raison. Sur votre respect, madame, n'auriez-vous pas garé votre Jaguar à une place médicale? Il n'est pas rare que les plaignants s'aperçoivent le lendemain qu'ils avaient exceptionnellement rangé leur véhicule ailleurs qu'à sa place traditionnelle. Monsieur l'inspecteur, dans notre résidence, les places de stationnement sont réservées et numérotées. Non, je dois accepter cette désagréable vérité. Je suis victime d'un vol. Bon, je vais vous faire signer votre déclaration, je vais prendre une photocopie de votre carte grise et nous vous rappellerons bien entendu si nous avons des nouvelles. Les jurés se placeront dans l'ordre de direction aux côtés de la cour. Ils pourront être récusés tant qu'ils ne seront pas assis. Bah, si je fais bien mes comptes, 3 jours complets pour cette affaire, 1 semaine pour la prochaine, un petit arrêt maladie en suivant et hop,
Les vacances qui arrivent au galop. Elle est pas belle, la vie. Je me recueille, tiré au champ. Pour voir une vraie enquête. Pas une enquête bâclée par les incapables. Non, une vraie enquête menée par les policiers courageux et valeureux qui savent entendre, conseiller, rechercher, qui ont une vraie stratégie de travail. Et à l'investigation en profondeur. J'espère qu'on est pour cette affaire criminelle, on va avoir affaire à des policiers de valeur et non à des menus frontales de quartier. Des carrières de quartier. Monsieur l'inspecteur, revenez. Ah oui, vous êtes venu hier déposer plainte pour le vol de votre voiture. Monsieur l'inspecteur, elle est revenue. Elle a dit que vous l'air sur une place inhabituelle. Non, elle est revenue à sa place de stationnement, réservée et numérotée. Comment cela? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Eh bien, ce matin, je suis descendue de mon appartement, nous habitons... Oui, je sais tout ça, venez-en au fait, madame, s'il vous plaît. Oui, donc, j'ai retrouvé ma voiture, en parfait état, à sa place habituelle, et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, monsieur l'inspecteur. Car sur le tableau de bord, j'ai retrouvé ceci. Madame, monsieur, j'ai été contraint d'emprunter votre véhicule. La maladie de mon fils a nécessité que je l'emmène d'urgence à l'hôpital. Les pompiers tardant à arriver et n'ayant pas moi-même de moyens de locomotion, j'ai paniqué et volé votre voiture. Je vous la rends dans son état d'origine pour me faire pardonner des évidents désagréments que je vous ai causés. Je me permets de vous offrir 2 places de spectacle samedi soir au Théâtre Michel où je travaille. Cordialement. Incroyable. Ça n'est pas signé, plutôt bien écrit, et les billets du Théâtre Michel sont bien là. Et il y a un post-scriptum. PS, j'ai fait le plein d'essence. Ça consomme une Jaguar. Ce n'était donc pas un vol, monsieur l'inspecteur, mais simplement un emprunt. Oui, enfin, pour nous, juridiquement, c'est un vol. Mais j'avoue que c'est la première fois que je me suis là. Je suis donc venu retirer ma plainte et vous demander conseil. À ma place, iriez-vous au Théâtre Michel? Oui, madame, sans hésiter. D'une part, cela vous dédommagera un peu des tracas causés par ce vol. D'autre part, il est plus que vraisemblable que votre voleur soit un de vos voisins, puisqu'il dit avoir agi dans l'urgence. Je serais très intéressé de connaître son identité et son passé, car tout le monde n'est pas capable d'emprunter une Jaguar. Vous avez raison, monsieur l'inspecteur. Mon mari et moi, nous allons jouer les enquêteurs. J'ai pris connaissance, madame, monsieur, de ce dossier qui est vraiment désolant. Voilà bientôt 6 mois que vous êtes entré dans cet appartement et que vous avez réussi la performance de ne pas payer 1 euro de loyer jusqu'au dépôt de garantie qui est impayé. Vos chèques étant revenus sans provision. J'attends avec impatience vos explications. Ah, mais je crains de connaître déjà vos réponses, que la vie n'est pas facile quand on est jeune, qu'il est bien difficile de trouver un emploi, que tout le monde ne dispose pas des mêmes chances. Je vous écoute, monsieur. Ah, mais je vous en prie, évitez-moi le discours de toutes ces idées reçues et de ces a priori stupides et infondés. Allons donc, monsieur. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Avec tout votre respect, madame le juge, ce n'est pas moi le locataire, c'est madame. Monsieur l'inspecteur, je tenais absolument à vous voir pour vous raconter la fin de l'histoire. Asseyez-vous, je vous en prie. Comme convenu, nous sommes allés samedi soir au Théâtre Michel avec mon mari. Alors, vous imaginez bien que nous avons passé tout notre temps à essayer de démasquer notre voleur. Était-ce cette femme à la caisse qui nous a regardés avec insistance? Était-ce cet homme au contrôle qui a souri en vérifiant nos billets? Était-ce la placeuse qui, au contraire, refusait de soutenir notre regard? Était-ce ce comédien qui semblait ne regarder que nous pour ses répliques les plus importantes? Ou était-ce ce technicien curieusement mal caché dans les coulisses
Je suis curieux de connaître votre avis. Ouh, patience, monsieur l'inspecteur, car ce n'est pas mon avis que vous allez connaître. C'est bien mieux. Qu'est-ce? C'est la vérité. Je suis impatient de connaître la chute et de comprendre vos déductions permises. La chute, monsieur l'inspecteur. La chute, vous ne semblez pas si bien dire. La chute, je vais vous la livrer sous la forme de deux vérités. Première vérité. Aucune des personnes présentes ce soir-là au Théâtre Michel n'était notre voleur. Deuxième vérité. Notre voleur était bien plus intelligent que notre inspecteur. Madame, qu'est-ce qui vous autorise à de telles conclusions et à de tels propos? Ce qui m'y autorise, monsieur l'inspecteur, mais c'est très simple. Ce qui m'y autorise, c'est que lorsque nous sommes rentrés du Théâtre Michel samedi soir avec mon mari, nous avons trouvé la porte de notre appartement ouverte. Plus la moindre ambiguïté, ni le moindre meuble. Je vais de ce pas déposer plainte devant des services plus compétents. Je vous salue, monsieur l'inspecteur. S'il vous plaît, l'urne dans laquelle ont été placés les noms des candidats jurés sur des jetons. Ah, je suis content d'être ici. Non, vraiment, je suis content. Je participe à la justice de mon pays. Je suis un juge. Mais ça me va bien ça, moi, un juge. Moi qui suis arbitre de football le dimanche matin. Un carton jaune par ici, une exclusion par là. Au fond, la justice, ça doit pas être plus compliqué que ça. Ah, pour vous que je tirais au sort. Je vois déjà la tête de Kamel et Davy quand je vais rentrer à la maison. Elle mort de rire, les potes. Et ouais, les gars, j'ai pas été récusé. J'ai une tête de bon citoyen, moi. Je suis diplômé en plein nez. Croyez, chère madame, que je suis prête à tout mettre en œuvre pour vous permettre de gagner ce procès contre votre voisin. Mais vous devez admettre que la tâche est redoutable. Vous n'avez rien fait qui vous soit favorable et votre comportement risque fort d'autoriser le juge à prononcer une sanction sévère à votre encontre. J'ai bien conscience, cher maître, de la difficulté de l'épreuve. C'est pourquoi j'ai fait appel à vous dont les compétences, l'éloquence et les nombreux succès dans des causes, me semble-t-il, bien plus désespérées que la mienne, m'ont été comptés à de multiples reprises. Je mets toute ma confiance en vous et vous renouvelle que ce procès est pour moi d'une importance capitale et qu'il faudra que vous utilisiez tous les arguments possibles, toutes les procédures nécessaires, afin d'obtenir la seule fin qui m'intéresse, celle de voir mon voisin succomber dans ses abominables prétentions. Je vous remercie, chère madame, pour vos aimables compliments. Mais un avocat, fût-il le meilleur, ne peut rien avec un mauvais dossier. Et par expérience, je puis vous assurer qu'alors, le moindre de ces arguments tendus vers le juge se retourne alors contre lui, tel un boomerang lancé imprudemment vers le ciel. Les lois et les procédures ne lui sont alors d'aucun soutien, car elles n'ont pas été faites pour permettre de se soustraire à la justice, mais pour permettre au juge de décider en toute impartialité. J'entends bien que le juge a le dernier mot, et c'est aussi pourquoi je vous ai choisi. Vous plaidez sans cesse devant lui, et je ne peux m'imaginer que vos liens soient restés purement professionnels. J'ose espérer que vous accepterez d'intercéder auprès de lui afin d'obtenir pour moi le meilleur des résultats. J'ai innocemment imaginé que vous pourriez lui faire parvenir en cadeau de ma part 2 de mes plus belles bouteilles de vin, des moutons Rothschild, afin d'obtenir sa plus grande attention à ma cause. Mais vous n'y pensez pas? Mais voilà qui serait une entreprise au résultat assurément catastrophique, qui non seulement vous ferait perdre votre procès, mais vous conduirait immanquablement devant le tribunal correctionnel. Non, ôtez cette idée de votre esprit et gardez vos moutons Rothschild, dont l'offrande aboutirait exactement au contraire de l'effet escompté. Cher maître, votre discours me convainc et votre force de persuasion me rassure quant au résultat de mon procès. Dès lors, je vais suivre vos conseils à la lettre et m'en remettre, pour la plus grande part, à votre science.
Monsieur Deprez, veuillez confirmer dans la cour que la liste des jurés vous a bien été signifiée. Cette liste vous permet d'identifier suffisamment les jurés, sauf bien entendu, en ce qui concerne leur résidence ou domicile, qui doivent rester secrets. Ils vont être choisis parce qu'ils sont bien rangés, parce qu'ils sont très gentils et jamais condamnés. Ils auraient bien mieux fait pour éviter tout ça, de faire quelques méfaits, de faire quelques faux pas, mais ils vont remporter en gagnant à ce jeu le droit de les juger, un peu comme le bon Dieu. Cher président d'audience, ils n'ont jamais tué, leur manque d'expérience ne va pas vous aider, mais honte de rien savoir, on dirait qu'ils sont sourds et on fait des histoires pour composer leur cours, pour couvrir le détail. Voyez, messieurs, mesdames, voici comment la balle a traversé le crâne. On aimerait à être à leur place, ils ne connaissent rien de la place, sans aucune formation, hélas, on leur demande d'être efficaces. On voudrait qu'ils collaborent jusqu'à devenir perspicaces. On les voit sous la paperasse, on espère qu'ils nagent la passe. On aimerait qu'ils jugeassent, on voudrait qu'ils argumentassent, mais on voit bien leurs grimaces qu'ils n'ont gagné que de l'angoisse. Jurés, oh bon jurés, soyez fiers de participer, sans peur et sans anxiété, à rechercher la vérité. Jurés, oh bon jurés, soyez fiers de participer, sans peur et sans anxiété, à rechercher la vérité. Car la bonne nouvelle que je dois vous annoncer ne peut pas attendre plus longtemps. Je suis en possession du jugement qui est favorable à notre cause en tout point. Non seulement votre voisin a été débouté de toutes ses demandes à votre encontre, mais de plus, il a été condamné à vous verser des dommages et intérêts pour une procédure que le juge a qualifiée lui-même de manifestement abusive et a réglé les honoraires de votre conseil. Voilà un résultat aussi inattendu que magnifique, dont je dois dire avec modestie que je suis assez fière et qui ne vous fera pas regretter d'avoir fait appel à mes services. Cher maître, que cette nouvelle me rate le cœur et que je vous sais gré d'avoir gagné ce procès difficile. Oh, j'ai été convaincu que votre éloquence, que votre maîtrise de la procédure, que vos connaissances juridiques étaient du niveau de la qualité de vos conseils, que j'ai scrupuleusement suivi. Et les moutons Rothschild, finalement,
n'auront eu qu'un petit rôle insignifiant à côté de la maîtrise que vous avez de votre art. Mais de quel mouton Rothschild me parlez-vous donc? Pas de ces 2 bouteilles que vous étiez prête, bien maladroitement, à offrir au juge, n'est-ce pas? Mais si, bien sûr. Il s'agit de celle-là. Oh, mais compte tenu de l'effet qu'elles ont eu sur vous, je me suis dit qu'il en serait de même pour le juge. Ainsi, j'ai fait parvenir mes 2 plus belles bouteilles en cadeau au magistrat, au nom de mon adversaire. Je me félicite d'avoir cru tout autant dans l'intégrité du juge que dans la qualité de vos conseils. Bon, on va essayer de rester calme, de ne pas s'énerver, avec un peu de bonne volonté. On ne peut pas y arriver. Je t'écoute. Bon, les outils, c'est ce qu'il y a de plus simple. Les outils. Bah, je t'écoute. Eh bien, les outils, ma colonne. Ah oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que tu ne bricoles pas, pourquoi? Parce que les outils, je les ai pas payés, peut-être. Si, tu les as payés. On va dire que tu les as payés. Mais enfin, c'est quand même moi qui les ai achetés. Tu peux m'expliquer la différence? La différence, c'est que c'est moi qui suis allé dans des magasins pour les choisir. Voilà la différence. Ah oui, d'accord, c'est comme ça. Eh bien, écoute, pendant 20 ans, c'est moi qui ai acheté les courses, qui suis allé dans les magasins pour les choisir, les courses. Alors, dans ta colonne, je mets les outils, et dans la mienne, 20 ans de course à mon crédit. Arrête! Pendant 20 ans, tu n'as pas touché un seul outil, pas porté un seul clou, et maintenant, comme par miracle, tu leur trouves un intérêt. Je t'en prie, fais un effort. Je fais des efforts depuis 10 ans. Bon, on laisse les outils de côté. La chambre, ça ne devrait pas poser de problème, la chambre. Ah, je la veux bien. Tu veux la chambre? Tu as toujours dit qu'elle ressemblait à celle de mes parents. Tu rigoles, dis-moi que tu rigoles. C'est une horreur, en effet, mais je la veux bien quand même. As-tu une raison, une seule bonne raison qui justifie ton choix? Oui, j'en ai une seule bonne raison qui justifie mon choix. Elle est blondasse, un peu vulgaire, la quarantaine bien prononcée. Je ne veux pas que cette pétasse sorte de notre lit. Mon mari ne parlait pas des causes. Excuse-moi, je n'aborde pas les causes, je n'imagine que les conséquences. Bon, tu crées une 3e colonne, tu l'appelles à départager et on passe à autre chose. Voilà, c'est fait. J'ai toujours admiré comment tu étais capable de passer à autre chose aussi facilement pour contourner les difficultés de la vie. La voiture. Je te la laisse. Ah, c'est d'accord, je comprends. Selon l'Argus, elle est cotée 2200. Bah, j'en veux plus. Mais j'ai une voiture de fonction, je vais pas garder la voiture, c'est ridicule. Bon, je crée une 4e colonne que j'appelle à vendre. Et j'y mets la voiture. Ensuite, La table et les chaises de cuisine. elles sont toutes cassées. Si tu les veux, tu les prends. Tu ajoutes une colonne à jeter, tu mets la cuisine. Ah, jeter. Enfin, on ne jette pas tout dans la cuisine. Je garde la ménagère de tonton Henri. Et de quel droit? Jusqu'à preuve du contraire, tonton Henri est mon oncle, pas le tien. Oui, mais je te rappelle que la ménagère, il l'a offert pour notre mariage. Et que pour se marier, il faut être 2. Je te remercie, je sais compter. À 2, on peut se marier, à 3, on finit souvent par divorcer. Je crée une 6e colonne que j'appelle meubles de famille. Les photos, et les films, des anniversaires, du mariage, des vacances. Tu peux les garder. Tu ne veux rien conserver? Même pas un seul souvenir? Si, on partage. Tu emportes les films et les photos et je garde l'appareil photo et la caméra. Ajoute une colonne à brûler. Mais c'est tous nos bons souvenirs. 7e colonne à brûler.
Les économies. Ah, les économies. Chacun garde ce qu'il a sur son compte. Pardon? Je dis chacun garde ce qu'il a sur son compte. Bah, il n'en est pas question. Sur mon compte, j'ai 1000, sur le tien, il y a 6000. Et alors? Bah, j'appelle pas ça partager. J'appelle ça spolier. Il faut que tu m'expliques la situation. Je travaille et gagne 6000. Et toi, quand il t'arrive de travailler, tu gagnes 1000. Ôte-moi d'un doute. Nous étions bien ensemble au rendez-vous chez l'avocat. Bien entendu. Alors, sauf si tu t'es malheureusement endormi à ce moment précis, je te rappelle que nous sommes mariés sous le régime de la communauté, de sorte que tout ce que nous avons acquis pendant notre mariage est commun et à partager par moitié. C'est illogique. Non, c'est juridique. Comment tu gagnais 6000, comme tu dis? Moi, j'allaitais les enfants, je changeais leur couche, je faisais nos courses et je repassais tes chemises. Les lois sont faites pour les femmes. Non, elles sont faites pour protéger les faibles. Ah, excuse-moi, j'ai jamais eu l'impression d'avoir affaire à une faible femme, encore moins aujourd'hui qu'hier. Les crédits. Parlons des crédits. De crédit pour ta voiture de star, dans laquelle ne peuvent entrer ni valise ni enfant. C'est pour toi? D'accord. Le crédit pour ton quad qui a servi 3 fois en 6 ans, c'est pour toi. C'était un achat compulsif. Comme tu dis, si tu veux emmener tous tes achats compulsifs, il va falloir que tu prévoies de quel nouveau déménagement. Je te ferai remarquer que nous avons pour l'instant réussi l'exploit de ne rien mettre dans les 2 premières colonnes. On devrait appeler l'avocat pour lui proposer la liste de séparation à cette colonne. Qu'il la fasse rejeter. Et bien justement, puisqu'on parle de l'avocat en Macata, comme il nous a dit, on fait des lots et on tire au sort. Bah, certainement pas. Pourquoi non? Mais parce qu'avec la chance que je me travaille actuellement, je vais me retrouver avec les outils, les meubles de cuisine cassés et peut-être aussi une tondeuse pour mon futur de pièce dans une tour. Ben moi j'ai pas de solution. Mais il y a toujours une solution. Il faut la chercher pour la trouver, peut-être même la chercher un peu en soi. Épargne-moi ton discours habituel sur mon manque de prospection. À force de regarder en toi, tu ne me regardais plus. Tu te trompes. Tu te regardes toujours. Mon regard sur toi a changé. Mais je te regarde toujours. Et je t'admire encore. Enfin, on ne va pas encore tout remettre en cause. Je te rappelle qu'on est là pour faire une liste. Ah, puisque tu veux faire une liste, on fait une liste. Une liste. Une liste de remariage. De quoi? Bah, une liste de remariage. On écrit à nos amis, à nos familles, chers parents, chères familles. Après 20 ans de mariage, nous avons failli nous séparer. Mais notre amour a résisté à cette épreuve. Et pour fêter cette réconciliation, nous avons décidé de déposer une liste de remariage. On s'est encore foutu de ne pas s'entendre sur la liste. Possible. Mais pour cela, il va falloir que tu décroches ton téléphone, que tu appelles ta copine, que tu lui expliques que nous n'arrivons pas à nous répartir les meubles, que c'est une si qu'on s'aime encore, et qu'on a décidé de refaire un essai. Chiche. Chiche. Mesdames, Messieurs, avant de procéder aux opérations de tirage au sort, je propose une suspension d'audience de 20 minutes. Mesdames, Messieurs, la cour.
c'est repris. Ce tirage au sort, ça me rappelle la liste que nous devions faire. J'en ai fait des listes dans ma vie. Des listes de courses, des listes de Noël, des listes de rentrée scolaire. Mais jamais je n'ai eu à faire une liste aussi pénible. Si vous n'y arrivez pas, avait dit l'avocat, vous faites des lots et vous tirez au sort. Vous doivez aimer ça dans la justice, les tirages au sort. 3 jours à rester enfermé, ça va rien m'apprendre. Moi, je connais déjà tout par cœur. À force de regarder à la télé toutes les séries sur la justice, je connais par cœur. Votre honneur par-ci, votre honneur par-là. Maître, le témoin est à vous. Voilà, faites entrer l'accusé. Enfin, voilà, je connais. Qu'est-ce que je vais faire là? Par contre, ce qui me surprend, c'est qu'ils ne sont pas du tout habillés comme à la télé. Mesdames et messieurs, je vais procéder désormais au tirage au sort des 9 jurés qui auront, avec la Cour, à juger l'accusé. Juré numéro 6, Monsieur Arnaud Thomas. En votre qualité de premier juré désigné par le sort, vous siégerez à la droite de la Cour et serez chargé de signer la feuille de présence. Merde, j'ai mis une jupe trop courte. J'aurais dû m'en douter ce matin. Et voilà maintenant, j'ai l'air maline avec ma jupe trop courte. Au moins, ça me donne une chance d'être récusée. Oh, j'ai beau tirer dessus, il n'y a rien à faire. Elle est vraiment trop courte pour ce genre d'événement. Et si je suis tirée au sort, et que je dois traverser la salle, devant tout le monde, toute seule, oh, je vais me trouver mal. Oh, t'es gourde, ma fille. Mais qu'est-ce que t'es gourde? Juré numéro 11, Monsieur François Martin. Récusé. Juré numéro 13, Madame Candice Lacombe. Juré numéro 4, Madame Violaine Roche. Récusé. Juré numéro 1, Madame Chloé Leroy. Juré numéro 5, Madame Erika Gluck. Juré numéro 10, Monsieur Franck Henry. Juré numéro 3, Madame Sophia Mounier. Ils appellent leur expert avec
être les jurés, honnêtes et bons français, ils devront accepter d'être de ce procès. Ils n'ont pas trop le choix car c'est obligatoire et c'est un très bon choix que d'être en ce prétoire. On aimerait paraître à leur place, ils ne connaissent rien de la place. Sans aucune formation hélas, on leur demande d'être efficaces. On voudrait qu'ils collaborassent jusqu'à devenir perspicaces. On les noie sous la paperasse, on espère qu'ils nagent la brasse. On aimerait qu'ils jugeassent, on voudrait qu'ils argumentassent, mais on voit bien à leur dégrâce qu'ils n'ont gagné que de l'angoisse. Jurés au conjuré, soyez fiers de participer, sans peur et sans anxiété, à rechercher la vérité. Jurés au conjuré, soyez fiers de participer, sans peur et sans anxiété, à rechercher la vérité. Mon fils, mais quelle idée as-tu là? N'étais-je pas suffisamment dissuadé? Ne me suis-je pas plaint autant qu'il eût fallu pour que tu renonces à ce projet insensé? Quel mot fallait-il que je te dise pour que tu changes d'avis? Quelle histoire fallait-il que je rapporte à la maison pour que tu comprennes? J'en ai assez parlé pour que tu mesures l'ingratitude de la tâche. Ne t'ai-je pas dit que tu serais noyé sous la paperasse et inondé d'écriture? As-tu bien entendu que ton investissement ne sera jamais à la hauteur de tes résultats, que tes résultats jamais à la hauteur de tes espoirs, et que tes espoirs jamais à la hauteur de tes déceptions? Sais-tu que pour une vraie victoire, ce sont 100 défaites que tu devras digérer? Sais-tu que tu ne dormiras pas la veille pour préparer, ni le lendemain pour pleurer? As-tu suffisamment de force pour accepter que des gens que tu ne connais pas te crachent au visage parce que tu seras les hauts de tes convictions? Tu prêtes le dépositaire de plus de secrets que de ta confession. Es-tu prêt à les taire alors qu'ils auraient tout expliqué, tout excusé? Comprends-tu que tu ne laisseras pas ton travail à l'atelier